Bonsoir. L'Algérie, la Tunisie et la Jordanie ont décrété une journée de deuil après la mort de 64 civils hier à Bagdad. Yasser Arafat, qui se trouve à Bagdad, a demandé aux musulmans de se mettre au service de Saddam Hussein. Les Palestiniens du sud Liban ont juré de venger les morts irakiens. Les pays et les peuples arabes qui approuvent Saddam Hussein ont ainsi réagi d'une manière beaucoup plus vive qu'auparavant. Cela ira-t-il jusqu'à un soutien plus actif? C'est la question qui préoccupe ce soir les alliés et l'ONU. Ils redoutent l'émergence d'une union sacrée derrière Saddam Hussein qui n'a toujours pas parlé publiquement. L'ambiance aujourd'hui à Bagdad avec Nathalie Ether. La capitale irakienne en deuil. Dès ce matin, les habitants de Bagdad ont commencé à enterrer leurs morts. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues derrière un camion chargé d'une vingtaine de cercueils. La douleur, le désespoir, mais aussi la colère, car le cortège s'est vite transformé en une manifestation anti-américaine. Banderoles vengeresses et gestes menaçants en direction des journalistes occidentaux. Bush est un criminel, il tue les femmes et les enfants, mort à Bush, mort aux assassins. Des slogans qui en disent long sur l'amertume de la population. Nous sommes des Irakiens, clame cette femme, que Bush le sache, nous n'aurons jamais peur de lui. Toute la journée, les sauveteurs ont retiré les corps de l'abri bombardé hier par l'aviation américaine. Des corps calcinés ayant à peine conservé forme humaine. 36 heures après l'attaque, le bilan est loin d'être définitif. Officiellement, on parle de 64 morts, mais selon certains témoins, les sauveteurs auraient découvert au moins 400 corps. Ces innocents auraient-ils été placés dans cet endroit précis afin de servir de bouclier humain? Cet abri aurait-il vraiment caché des installations militaires? Rien n'a pu encore être vérifié. En attendant, les habitants de Bagdad sont sous le choc, d'autant que l'aviation alliée a effectué de nouveaux raids sur la capitale irakienne. L'une des principales artères commerçantes a été touchée. Une dizaine de boutiques et autant de maisons sont entièrement détruites. Les victimes sont donc des civils, c'est une certitude, mais les Américains sont formels. Ce n'était pas un simple abri. Pour la première fois hier, les officiers américains ont parlé de bunkers militaires doublés ou dissimulés par des abris civils. Mais ce soir, on se demande si plusieurs centres de commandement irakiens ne sont pas basés en plein cœur de Bagdad. Certaines sources américaines ou britanniques semblent le confirmer. Pierre Babet. Des abris comme celui d'Amriya, il y en a 22 à Bagdad. 200 mètres de long sur 100 de large. 2 niveaux pour les civils, le reste pour les militaires. C'est ce que révèle aujourd'hui le Gens Defense, une revue britannique spécialisée qui connaît ces constructions. Et de fait, les équipes de télévision ne filment ni les infrastructures sous ces escaliers, ni les superstructures au-dessus de cette dalle du toit. Abris enterrés, cités en sous-sol, bases militaires souterraines, Bagdad et l'Irak sont truffés de ce genre d'ouvrages fortifiés. Certains d'entre eux sont même reliés par un réseau de galeries sous le centre de la capitale. Les travaux sont souvent réalisés par des entreprises différentes pour un même chantier. Activité militaire abritée par des bâtiments civils, le New York Times annonce ce matin que l'hôtel Al-Rachid abriterait sous son sol un centre de communication militaire très actif. Cet après-midi, les journalistes ont été invités à visiter les sous-sols de l'hôtel. Ils n'ont rien remarqué d'anormal. De toute façon, cet hôtel qui héberge la presse occidentale n'est de ce fait pas une cible pour les aviations alliées. Au contraire du centre de conférence du parti Baas, il aurait lui aussi abrité des activités militaires. Il a été bombardé hier à 200 mètres seulement de l'hôtel Al-Rachid. Nous allons maintenant rejoindre notre envoyé spécial à Riyad, Memona Interman. Memona, les Américains semblent vraiment très sûrs d'eux-mêmes sur la nature du bâtiment. Absolument. Ce soir encore, le général Richard Neal, qui parlait au nom des forces américaines, a rappelé qu'avant de viser ce bâtiment, les Américains avaient toutes les certitudes. Ce bâtiment abritait également un centre de communication comme celui qu'abrite apparemment l'hôtel Rachid. Le général Schwarzkopf, aujourd'hui, a fait savoir que la responsabilité de la mort des civils incombe au président Saddam Hussein. C'est lui, a dit le général Schwarzkopf, le chef des forces américaines dans le Golfe, qui a placé des civils dans des zones résidentielles, qui a fait construire des bunkers dans des zones peuplées, qui s'est servi de sa propre population comme d'un bouclier. Ce soir, le porte-parole américain pour les forces ici dans le Golfe, le général Neal, de son côté a dit que peut-être à l'avenir, on pourrait lâcher des tracts sur des cibles visées pour avertir la population au cas où celle-ci serait comprise dans un objectif visé. Les Américains ont donc l'intention de poursuivre leur raid sur Bagdad et d'autres villes irakiennes.
Absolument, tous les jours, aujourd'hui encore, on nous a répété qu'il fallait continuer à bombarder parce que les cibles ne manquent pas au nord du Koweït, au Koweït même et également à Bagdad et qu'il faut continuer à faire ce travail avant de lancer une offensive terrestre. C'est seulement à ce prix-là, nous dit-on, qu'on évitera des quantités de pertes humaines chez les soldats des Alliés. Mais Mona, vous avez rencontré, j'imagine, des pilotes occidentaux. Quel est aujourd'hui leur état d'esprit après ce qui s'est passé hier à Bagdad? Eh bien, aujourd'hui, par exemple, à El Assa, qui est la base française au nord de l'Arabie Saoudite, quand on discute en privé, en tout cas, avec des pilotes, ils vous disent, nous avons un objectif à remplir, c'est la guerre, on le fait. Et on ne peut pas avoir d'état d'âme quand on est là-haut et qu'on doit faire cette mission. Quand on rentrera après la guerre, là, on fera la philosophie. Et l'autre jour, lorsque nous avions discuté à Daran avec des pilotes de la Royal Air Force, c'était exactement la même opinion. C'est-à-dire qu'il y a une tension, il y a la guerre, ils la font. Merci Memona Interman. Je vous le disais au début de ce journal, la colère est vive dans de nombreux pays arabes. Drapeau en berne et journée de deuil en Tunisie où de nombreuses manifestations spontanées ont rassemblé des milliers de personnes. Condamnation officielle à Alger, mouvement de protestation aussi dans les camps palestiniens et manifestations plus importantes encore en Jordanie où des milliers de personnes se sont réunies autour de l'ambassade américaine et française. Des pierres ont été lancées contre ces deux bâtiments. Il n'y a pas eu de graves incidents. Et précisément dans ce pays, la Jordanie, le durcissement est perceptible depuis 24 heures. Nos envoyés spéciaux Jean-François Gringoire et Joseph Tual l'ont constaté. Leur reportage. Shmesseni, sur les hauteurs d'Amman. Une centaine de personnes, surtout des femmes, se sont rassemblées pour crier leur douleur, mais aussi leur haine envers les Américains. Nous sommes très en colère. Ils ont tué des gens à Bagdad. Qu'est-ce qu'ils veulent à Bagdad? Qu'est-ce qu'ils nous veulent à nous? Samir Naber est le patron de Nabrasco, la plus grosse compagnie de camions-citernes du pays. Depuis le début de la guerre, il a perdu 16 camions et 4 de ses chauffeurs ont été blessés. Il découvre à la télévision jordanienne les images du bombardement. Je ne peux rien dire, c'est sauvage. C'est le high-tech des Américains. C'est la technologie des Américains. Ils ont payé des millions et des millions pour tout ça. On ne sourit plus aux étrangers, les regards sont plus durs. Colère sourde des Jordaniens ce matin à la lecture de la presse qui condamne unanimement, bien sûr, l'attaque américaine. Vraiment, vraiment. Tout le monde attend de voir le jour où ils partiront des pays arabes. Le roi Hussein s'est déclaré choqué et en colère et il a décrété 3 jours de deuil national. Ce matin à Amman, la tension était vive. Dans la basse ville, nous avons été vigoureusement empêchés de filmer. Et hier soir, c'est un ressortissant allemand qui a été légèrement blessé à coups de couteau. Et Michel Rocard, en visite aujourd'hui en Arabie Saoudite, a déploré la mort de ces civils irakiens. Mais le Premier ministre a rejeté la responsabilité de ce drame sur Saddam Hussein. Écoutons-le. N'oublions pas que M. Saddam Hussein a dit publiquement son regret d'avoir libéré les otages occidentaux pour ne plus pouvoir en faire des boucliers humains, et a pratiquement annoncé, et nous avons la preuve qu'il le fait d'ailleurs, une politique qui consiste à placer des civils irakiens sur des objectifs militaires ou à côté. Tout objectif militaire mérite d'être frappé dès l'instant qu'il est connu et repéré tel par les services, mais je veux, et ce sera mon dernier mot, dire mon émotion du fait qu'un si grand nombre de civils irakiens aient été tués du fait de cette guerre. Ils sont des victimes de Saddam Hussein. En aucun cas, les 29 nations militairement engagées dans l'application de l'ensemble des résolutions de l'ONU, qu'il s'agisse de l'embargo ou de la force, ces 29 nations n'ont pas l'objectif de détruire ni un peuple ni une nation. Peu avant cette conférence de presse, le Premier ministre avait tenu à encourager et à féliciter les soldats français. Et au moment où le Premier ministre se trouvait sur place, 2 Scud irakiens ont été tirés à 300 km de là, à Far el-Batin. Coïncidence, a déclaré Michel Rocard, qui est monté au front pour inspecter les positions françaises. Reportage de nos envoyés spéciaux, Albert Ripamonti et Philippe Basquin. À quelques kilomètres de la frontière irakienne et à portée des canons ennemis, Michel Rocard passe en revue les hommes de la division Daguet. Devant lui, des détachements de presque toutes les unités qui composent les forces françaises en Arabie. Il y a là des dragons, de l'infanterie de marine, du génie, du soutien logistique et un régiment d'hélicoptères de combat. Le Premier ministre a aussi fait connaissance avec les parachutistes américains placés sous contrôle opérationnel français. Bonne chance à tous, good luck to all. Thank you.
2 heures plus tard, le Premier ministre se pose sur l'aérodrome d'Al-Assa, la base sur laquelle sont stationnés les Jaguars et les Mirages. C'est d'ici que s'envolent tous les jours les pilotes français. Direction le Koweït ou l'Irak. Mission bombarder les positions irakiennes et détruire les objectifs stratégiques. Enfin, chaque matin, toute la France prend les nouvelles. Bravo. Avant de rencontrer le gouvernement koweïtien en exil à Taïf, Michel Rocard a été reçu au Palais Royal par le roi Fahd. Nous ne sommes pas agressifs, nous voulons la paix, a dit le monarque saoudien. C'est aussi notre objectif, lui a répondu le chef du gouvernement français. Une autre réaction à la mort des civils irakiens vient de nous parvenir, celle de Georgina Dufoy, présidente de la Croix-Rouge. La guerre est toujours affreuse, mais qu'il y a des règles à la guerre et que parmi ces règles les plus importantes, celles dans tous les cas qui ont été indiquées dans les conventions de Genève, il y a le fait qu'il faut que les populations civiles soient le plus séparées possible des champs de bataille. Est-ce que réellement les populations civiles ont été le plus éloignées possible du champ de bataille et des objectifs militaires? C'est la question que je pose aujourd'hui. J'ai le sentiment que non. Là aussi, il faudrait vérifier. Et si des populations civiles avaient été volontairement rassemblées d'objectifs militaires, alors je dirais que ceci est en contradiction formelle avec les conventions de Genève, c'est-à-dire avec ces conventions qui essayent de faire que la guerre soit moins brutale pour les populations civiles. Et dans tous les pays membres de la coalition, les services de sécurité font preuve d'une plus grande vigilance. Ils craignent de nouveaux attentats. Un nouvel attentat a en effet eu lieu contre des intérêts français à Athènes. Une bombe de forte puissance a explosé dans la voiture d'un enseignant, pas de victime. À Bonn, c'est la fraction armée rouge qui a tiré à la mitraillette sur la façade de l'ambassade américaine. Jean-Marc Pitt. L'Europe deviendra-t-elle le deuxième front de la guerre du Golfe? C'est ce que semblent souhaiter certains groupes terroristes. Un attentat à l'arme automatique a été perpétré hier soir contre l'ambassade des États-Unis à Bonn. 15 impacts de balles ont été relevés sur le mur d'enceinte de la représentation diplomatique. Personne n'a été blessé. Le groupe terroriste allemand d'extrême gauche, Fraction Armée Rouge, a revendiqué le mitraillage. Sur le tract trouvé à l'endroit d'où ont été tirés les projectiles, on peut lire qu'il déclare la guerre au conflit impérialiste et qu'il exige le retrait des troupes des Nations Unies du Proche-Orient. La Grèce continue également à servir de théâtre à ce genre d'opération. 2 voitures ont sauté la nuit dernière. L'une d'elles appartenait à André Rollin, le censeur du lycée français d'Athènes. L'identité du ressortissant américain propriétaire de la seconde n'a pas été révélée. De nombreux Français vivent dans la banlieue où ont eu lieu les explosions. Elles font suite à une longue série d'attentats perpétrés depuis le 25 janvier contre des intérêts français et américains. Le groupe terroriste du 17 novembre, qui les avait revendiqués, entendait protester contre, je cite, l'agression barbare de l'Occident contre l'Irak. Cela peut surprendre dans ce contexte, mais la perspective d'une solution diplomatique n'est pas exclue, notamment par les soviétiques qui restent très actifs. Y a-t-il une négociation possible entre l'URSS et l'Irak? Difficile à dire. Moscou l'a en effet confirmé, pas question de s'écarter des résolutions de l'ONU. Moscou qui a pourtant confirmé ce matin au ministre koweïtien des Affaires étrangères qu'il existait une lueur d'espoir. Sylvie Levet. Sourire diplomatique ou réel espoir d'un ministre des Affaires étrangères koweïtien en exil, pressé d'en finir avec l'occupation de son petit émirat par les soldats du Seine. L'histoire le dira peut-être, quoi qu'il en soit, Moscou ne cesse de déployer les tapis rouges de ses aéroports aux protagonistes de la guerre. Dès hier soir, Jaber El-Shaba faisait ses premiers pas trébuchant sur la neige moscovite. Quelques heures plus tôt, Evgeny Primakov, l'émissaire du Kremlin, rentrait satisfait de sa visite chez Saddam Hussein. Car un processus a bel et bien été enclenché, a-t-il affirmé. Quelques lueurs d'espoir existent. Dimanche prochain, ce sera au tour de Tarek Aziz, le chef de la diplomatie irakienne, d'atterrir à Moscou. Mikhaïl Gorbatchev serait-il donc en train de préparer la paix dans son coin en pensant déjà à l'après-guerre régionale? Disons plutôt qu'il œuvre pour la paix à sa manière, mais sans trop oser s'écarter des règles onusiennes, en l'occurrence du retrait inconditionnel du Koweït. Pour autant, notamment à cause de pressions internes multiples, le président de l'URSS réaffirme son souci de préserver l'intégrité territoriale de son vieil allié Bagdad. L'Irak saura-t-il saisir cette main tendue? Rendez-vous désormais dimanche prochain à Moscou avec l'Irakien Tarek Aziz. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité devait se tenir cet après-midi à New York. Elle a été reportée, elle aura lieu sans doute ce soir.
En France, dans le cadre des actions menées par les pacifistes depuis lundi, les dockers CGT du port de Marseille bloquent 29 conteneurs d'armement à destination du Golfe. Finalement, c'est d'un port du nord de l'Europe que partiront les armes. La décision a été confirmée cet après-midi. De Marseille, le reportage de Valérie Chénine. Depuis lundi, 25 conteneurs, des tonnes de munitions attendent sur le port de Fos. Leur destinataire avoué, la division Daguet dans le Golfe, les dockers CGT ont refusé de les charger sur le navire saoudien Al Yamama qui est reparti hier à vide. Comme à l'époque des guerres d'Algérie et d'Indochine, la CGT entend ainsi s'opposer à cette guerre. Sans aller jusqu'à empêcher physiquement le départ du chargement, il a pu être effectué vers 17 h à destination probablement d'un port du nord de l'Europe. Ce que nous voulons, c'est la paix. À partir de là, nous avons une position nationale qui nous est parvenue par le biais de notre fédération des ports et docks, qui nous demande de ne pas contribuer au développement de cette guerre. À partir de là, nous refusons d'embarquer le matériel de guerre et le matériel, les explosifs à destination du Golfe. Les réactions hostiles ne se sont pas faites attendre. Au nom du patriotisme pour l'UDF et la Confédération des syndicats libres, qui réclament des sanctions appropriées. Au nom de l'intérêt économique du port, de la part de la direction. Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur la guerre du Golfe et ses conséquences. En France, si vous vous apprêtez à partir pour les vacances scolaires, soyez très prudents, surtout si vous allez en montagne. Un drame s'est produit dans les Hautes-Alpes. Malgré les risques d'avalanche, malgré les mises en garde et les recommandations de la météo, 9 skieurs sont en effet partis en randonnée hors piste hier. Ils ont été emportés par une avalanche. Les sauveteurs ont retrouvé leur corps enfouis sous 5 mètres de neige. Anne Gouraud et Henri Serin. La randonnée des skieurs néerlandais s'est achevée ici, sous cette coulée de neige de 300 mètres de large. Le groupe avait quitté mercredi matin le refuge des Lombards pour une journée de ski au cœur du massif du Queyras. Les derniers témoins à avoir croisé les 9 randonneurs hier après-midi affirment avoir entendu une avalanche se déclencher peu après leur passage. Rien de moins improbable, depuis plusieurs jours, Météo France appelait les skieurs à la prudence en raison du manteau neigeux très fragile. Une fois l'alerte déclenchée dans la soirée par la gardienne du refuge, les CRS, aidés de chiens de montagne et d'un hélicoptère, ont dû affronter des risques exceptionnels pour arriver sur les lieux du drame. Enfouis sous 6 mètres de neige, les corps ont pu être localisés à l'aube grâce à l'émetteur de l'accompagnateur du groupe. Il est parti devant, apparemment aussi, parce qu'on a retrouvé une centaine de mètres à l'écart de ses compagnons et de ses clients. Et le reste des corps ont été retrouvés groupés dans une zone où l'avalanche s'est canalisée. Ce qui laisse supposer qu'il pensait à un danger potentiel. À l'origine de l'avalanche, peut-être une secousse tellurique enregistrée dans la région hier. Reste quoi qu'il en soit l'imprudence des skieurs qui se déplaçaient en groupe trop compact dans un site trop dangereux. L'aspirine ou la vitamine C en vente dans les supermarchés sera sans doute le cas très prochainement. Un projet de loi est en effet à l'étude. Cela ne réjouit pas les pharmaciens qui protestent déjà. Jean-Pierre Quinson. L'information a été révélée ce matin par un journal professionnel pharmaceutique. Selon ce quotidien, le secrétariat d'État à la consommation aurait déjà rédigé un avant-projet de loi tendant à libéraliser la vente de certains produits pharmaceutiques. Ainsi, l'aspirine, la vitamine C, les pastilles pour la gorge ou la digestion pourraient se retrouver sur les linéaires des grandes surfaces. Les autorités ne nient pas l'existence du projet. Elles avancent qu'outre l'établissement d'une règle du marché pour ces produits, la mesure aurait l'avantage de mettre la loi française en harmonie avec celle des autres pays européens. Les pharmaciens, eux, y voient plusieurs dangers. La mise en vente de ces produits hors de l'officine ouvre la porte au charlatanisme, dans un premier temps, et deuxièmement est en opposition complète avec les directives du ministère de la Santé qui trouvent qu'il y a actuellement une surconsommation médicamenteuse, un risque d'automédication et que multiplier les points de vente, c'est multiplier les risques de cette automédication et des risques que cela représente pour la santé du public. Un tel projet pourrait amputer de 15% le chiffre d'affaires des officines. Il devrait être discuté en Conseil des ministres à la fin du mois de mars prochain. Florence Daucher résume les autres événements du jour. 2 Alpha Jets de la patrouille de France se sont heurtés à l'entraînement au-dessus de la mer. Un des 2 pilotes a pu actionner son siège éjectable. Il est légèrement blessé. En revanche, aucune trace de l'autre pilote. Les efforts cumulés des hélicoptères, d'un dragueur de mine et de la gendarmerie maritime n'ont pas permis jusqu'à présent de localiser l'épave de l'avion. 2 morts et 3 blessés aux États-Unis lors d'une collision entre un hélicoptère et un avion de tourisme. Parmi les blessés, Kirk Douglas qui souffre de fractures et de contusions. Au moment du crash, l'hélicoptère de l'acteur amorçait son décollage tandis que l'autre appareil effectuait des figures de voltige.
L'arroseur a arrosé. Une explosion s'est produite ce matin dans une fabrique de feux d'artifice à Culemborg, aux Pays-Bas. L'explosion n'a fait ni mort ni blessé, mais les bâtiments de l'usine ont été soufflés et des maisons avoisinantes sérieusement endommagées. Troisième ajournement du procès de Winnie Mandela, cette fois jusqu'au 6 mars. Le temps pour la police de retrouver un témoin capital disparu en début de semaine. Les deux autres témoins clés refusent de témoigner après cet enlèvement. Alain Prost sera finalement en course pour le championnat du monde de Formule 1 au volant d'une Ferrari. Malgré des désaccords entre la Scuderia et le champion français sur la durée du contrat, Prost reste chez Ferrari. Autre engagé, Jean Alesi, également dans l'écurie italienne. Et un nouvel épisode ce soir dans le feuilleton du club des Girondins de Bordeaux, un épisode en forme de coup de théâtre. François-Xavier Bordeaux, le chef de file de l'opposition socialiste de la ville, accuse en effet, il accuse Jean-Pierre Desroses qui ne serait pas en mesure de sauver les Girondins de Bordeaux. Le téléx de la banque américaine qui se porte garant serait un faux. Reportage Affaire 3 Bordeaux. Vrai ou faux téléx bancaire? C'est la seule question qui préoccupait les journalistes présents dans la nouvelle permanence de François-Xavier Bordeaux. L'opposant socialiste à Jacques Chaban-Delmas a été catégorique sur ce point. Ce n'est pas sérieux. Je puis vous dire qu'une enquête a été faite par un des premiers établissements bancaires français, enquête à New York, qui montre que le signataire de ce document n'existe pas et que les termes qui sont employés ne sont pas des termes usuels dans le domaine bancaire. Donc c'est un faux malheureusement. Nous avons été mystifiés, abusés, et je le regrette pour M. Desroses, qui soit a fait preuve de légèreté que je qualifierais de coupable, soit a participé à cette mystification. Le parquet de Bordeaux n'a pas souhaité, pas encore du moins, ouvrir une information pour analyser la nature du vrai faux téléx de garantie bancaire. La justice n'a pour l'heure été saisie d'aucune plainte et attend avec sérénité la date du 21 février prochain, date à laquelle le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, le président des Girondins, présentera son montage financier. L'actuel président des Girondins de Bordeaux, d'ordinaire si prolixe, demeure pour l'heure silencieux. Et pour nous détendre, un mot sur les amoureux aujourd'hui, c'est leur jour, c'est notre jour, ça devrait être notre jour tous les jours. C'est la Saint-Valentin, c'est une coutume britannique rapportée en France il y a bien longtemps par des troubadours. À l'aube du 21e siècle, les romantiques sont pourtant, et les amoureux des contes de fées sont pourtant très nombreux. Ils ont leurs éditions Fleurs Bleues et leurs temples, des magasins où l'on vend bien sûr des robes de mariée. Reportage de Caroline Sins et Christian de Carnet. Il faisait chaud cet été-là, et Cassandra, avec toute la fougue de son adolescence, s'était donné corps et âme à Ted. C'était lui qu'elle voulait, lui qu'elle aimait. L'amour fleur bleue avec un zeste d'aventure et une fin toujours heureuse, voici la recette des éditions Harlequin, spécialiste du roman sentimental. Premier éditeur mondial, l'amour s'y achète en gros, 550 000 livres sont vendus chaque jour dans le monde. L'amour chez Harlequin en 91, c'est la passion avant tout, l'ardeur et l'excès des sentiments, la peur d'aimer aussi. Des millions de femmes entre 25 et 50 ans rêvent ainsi par procuration à leur prince charmant. Le personnage masculin, le héros, le centre du livre, le cœur du livre, il est devenu sans doute plus tendre, il a plus d'humour qu'avant, il est moins arrogant, il est toujours aussi séducteur, peut-être un tout petit peu moins conquérant. Et lorsqu'on a trouvé son prince, on l'épouse. La robe blanche fait rêver. Production en vend 50 000 chaque année. Les Valentines 91 sont des romantiques. Pour elle, la Saint-Valentin, c'est l'amour et tout. C'est le mariage, elles rêvent et elles viennent s'habiller en blanc et s'imaginer que c'est le jour de leur mariage et elles rêvent. Et si vous êtes encore célibataire, c'est aujourd'hui qu'il vous faut choisir votre Valentine et l'honorer pendant l'année. Alors Valentin et Valentine, si vous partez demain en vacances, soyez donc très prudents et écoutez bien la météo de, j'allais dire Florence Klein, non, Michel Touret, dans quelques secondes après la fin de ce 19-20. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h35, soir 3 présenté par Marc Otteman. Bonne soirée sur la 3, demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.